des caractéristiques, j'allais dire, beaucoup plus. Juste pour commencer, moi, je ne me retrouve pas forcément dans le terme de passeur d'âme, mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette femme, pour juste la mise en contexte, Valérie nous parle vraiment d'énergie, d'un type de personnalité, si je peux porter ça, dans lequel je me retrouve. Plus tangibles et denses, qui vont nous permettre de venir travailler plus précisément notre chemin de vie, en tout cas dans cette incarnation, suivre notre évolution, et avec toutes les leçons qui vont aller avec. Dans le thème chef d'orchestre, là, je me retrouve bien. Donc, quand elle dit passeur d'âme, un chef d'orchestre expérimenté, c'est quelque chose que je ressens bien. Dans toutes ces familles, il y a une caractéristique, en tout cas une famille d'âmes plus particulière, qui s'appelle les passeurs. Alors, j'aimerais revenir plus particulièrement sur ce terme-là, parce que c'est une famille que je connais bien, puisque je suis moi-même un passeur. Mais aujourd'hui, là, au XXIe siècle, et avec toutes les évolutions qu'on a aujourd'hui au niveau de la conscience, eh bien justement, les passeurs ont un rôle qui est en train de changer. En tout cas, ils sont en train de faire, comme toutes les autres familles, un certain nombre de mises à jour. Souvent, quand on pense aux passeurs d'âme, on pense à ces personnes en fait, qui font passer les personnes, les mourants, de vie à trépas et les accompagnent en fait, dans l'au-delà. Alors, tout est relatif dans l'au-delà, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a plein de plans différents au niveau multidimensionnel, et que s'il n'y a pas un au-delà, et puis ici, c'est bien plus complexe que ça, en tout cas dans la constitution des plans et des plans universels. Passer dans l'au-delà, en fait, c'est simplement une façon de dire, c'est les passeurs sont là pour faire passer des portes vibratoires et des portes de conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément lorsqu'une personne va quitter son corps et qui passe de l'autre côté pour faire son travail de réintégration. C'est tous les passages de cap dans la vie aussi incarnée. Donc, ça peut être tout à fait des passages de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, des passages de cap de vie importants, que ce soit un deuil, que ce soit un changement de travail, etc. Donc, c'est tous les moments extrêmement importants dans la vie où il va y avoir un changement de cap, un changement de direction. Et les passeurs sont là, en fait, gardiens du seuil et permettent aux gens, en fait, de passer une nouvelle porte, en tout cas vibratoire, pour permettre à la personne de se réaligner, tout simplement. Donc, c'est un petit peu comme des chefs. Moi, c'est exactement ce que je fais. Donc, j'accompagne les personnes à vraiment passer des niveaux, passer des caps énergétiques en prise de conscience. Ça, elle le décrit vraiment parfaitement, puisque moi, je me sens tout à fait dans cette catégorie-là. J'ai pas identifié exactement si c'était plutôt de l'enfance à l'adolescence, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est clairement que je vais réaligner les personnes qui, à un moment donné, doivent passer un cap dans leur prise de conscience en tant que chef d'entreprise, en tant que personne, vraiment être humain qui veut se réaligner avec un sens plus profond. Chef d'orchestre, c'est-à-dire que leur force et leur capacité, c'est de voir en chaque musicien le potentiel, les endroits où ils peuvent arriver, où ils peuvent littéralement exploser, en tout cas donner tout ce qu'ils sont. Et sa capacité à lui, ça va être de mettre ensemble ces différentes parties, ces différents musiciens pour créer une œuvre commune et la porter à son paroxysme. Donc, tout à fait. Là encore, c'est des mots qui sont extrêmement précis et justes, ce que Valérie dit. Il y a un de mes amis qui travaille sur les types de personnalités qui me nomme, moi, comme une accoucheuse de talent. Donc là, on ressent bien la notion de orchestrer en fait les gens, mais aussi de les réveiller, peut-être les réveiller à leur meilleur. Donc les mots qu'elle a employés étaient très justes. Finalement, dans l'image du chef d'orchestre, eh bien, le passeur, il est de dos. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur il n'a plus peur de ce qui se passe derrière lui et de toutes les peurs qui ont pu l'assaillir. Et il est là vraiment au service de l'ensemble de l'orchestre pour créer une harmonie commune et l'offrir au monde. La mission d'un passeur, c'est de transmettre. C'est un transmetteur, c'est une antenne parabolique entre ce qui se passe ici sur le plan physique et ce qui se passe de l'autre côté. L'objectif étant de transmettre en fait les énergies divines ici sur Terre, c'est de faire descendre le divin en fait manifester. Mais surtout d'être là au bon moment pour accompagner les gens. Leur mission, c'est d'accompagner les autres sur leur propre voie, leur propre chemin, et de permettre aux autres finalement de faire leur propre pas. Par essence, un passeur, il va avoir en lui une motivation interne qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que quand on les côtoie, ils ont un certain enthousiasme, une volonté d'avancer, une certaine perspicacité. Ils sont souvent pertinents. Vous voyez que j'emploie pas mal de
de mots commençant par la lettre P, ce sont en fait finalement dans l'âme de véritables coachs. Ils sont là vraiment pour aider les personnes, pour les conduire en fait sur le bon chemin. Ils ne savent pas forcément quel est le bon chemin, parce que ça appartient à la personne. En tout cas, ils vont tout faire et tout mettre en œuvre pour que la personne puisse finalement se poser les bonnes questions. Donc, j'aurais pas mieux dit à tout niveau, elle a les mots extrêmement justes. Il y a un de mes coachs en performance mentale, j'avais pris un coach, c'est un coach sportif à la base, qui m'avait accompagné dans la notion des défis et des performances. Il m'a dit que mon défi à moi, c'était vraiment de me calmer le pompon, d'arrêter d'être si agitée parce que j'avais naturellement une motivation, naturellement des élans de vie qui étaient tout le temps présentes et lui, il voyait ma force comme j'étais capable de ramener sur terre ce qui était en fait dans les airs. Donc, ce qui était abstrait, à le matérialiser dans le concret. Je te redonnerai la phrase exacte par écrit. Ils peuvent être aussi bien thérapeutes. Alors, thérapeute, ça va être surtout dans des domaines qui touchent plus à l'élément R. Donc, ils vont être très doués pour tout ce qui concerne la parole. Et donc, toutes les thérapies qui vont utiliser la parole, que ce soit la sophrologie, que ce soit l'hypnose, la thérapie par les sons, tout ce qui va utiliser l'élément R parce qu'ils ont en capacité et un lien extrêmement fort en fait avec tout ce qui touche le verbe. Et le verbe est créateur, donc créateur de nouveaux possibles. Et un passeur, c'est ça, c'est un explorateur des possibles. Il ouvre. Explorateur des possibles, relié à l'élément R. Moi, je suis en astrologie, je suis balance ascendant balance, c'est-à-dire que j'ai toujours été dans un signe qui est un signe d'air, c'est un signe d'équilibre, c'est la quête de l'harmonie quasiment ultime. Je suis née dans une famille avec beaucoup de conflits. J'ai fait une sortie de cœur à l'âge de 5 ans qui était super importante suite à un conflit. Et c'est vrai que je suis très sensible au verbe, mais en même temps, ça a été dans ma quête ce qui a été le plus difficile. J'ai grandi dans une famille où on me disait tout le temps tais-toi parce que j'ai parlé très jeune. J'ai parlé à l'âge de 1 an et demi. Un an et demi, je faisais des phrases complètes. Il paraît que c'est tôt. Donc voilà, j'étais confrontée à cette notion de tais-toi, tais-toi. J'avais cette possibilité de m'exprimer, mais extrêmement bridée, fermée, conflictuelle aussi. Ça a donné que pendant plus de 20 ans, ensuite, je m'exprimais que par le dessin, que par l'art abstrait. Plus j'étais loin des mots, plus je rentrais dans une zone sécuritaire, puisque le verbe a été très menaçant pour ma quête identitaire. Et ça, c'est important de le souligner parce que quand maintenant les gens, je parle, ce qui ressort le plus dans les témoignages, ce qui ressort le plus dans mes coachings, c'est Julia, tu as une voix qui est apaisante, qui est rassurante. Ce que tu dis me fait du bien. Les mots que tu emploies vibrent. Bon, j'en passe, mais c'est sûr que là, on voit bien que j'avais un énorme filtre de protection pendant des années et il y a eu un vrai travail qui a été fait là-dessus pour me recentrer parce que j'ai attiré aussi des personnes qui me disaient que c'était pas clair, c'était pas ce que je disais, ça c'était pas exact, on me comprenait pas. Donc toutes ces personnes, j'ai attiré ça tant que j'avais la croyance que je n'étais pas claire et que le verbe était menaçant, les mots étaient menaçants, je les trimballais avec moi. Donc là, il y a eu un vrai travail avec plusieurs coachs qui m'ont sorti de cette pensée-là pour vraiment accueillir le fait que oui, le verbe est super important. Moi, je m'attache beaucoup aux détails et au poids des mots. J'adore ça. Je suis fan des travaux du docteur Emoto, qui est un japonais qui travaille qui a travaillé toute sa vie sur l'influence et le pouvoir des mots. Et ça a été vraiment une grande révélation quand je l'ai connu vers les années 2010-2011. Donc voilà, j'attache beaucoup de conscience au pouvoir des mots et à tout ce qui touche à l'air en général, à l'élément R. L'élément R, c'est mon domaine. Je suis aussi fascinée par les avions. J'adore prendre l'avion. Je me sens bien dans tout ce qui va être plutôt aérien. Ouvre des champs. Donc ça peut faire d'excellents romanciers, d'excellents artistes, en fait, avec tout ce qui touche le verbe. Et le verbe est créateur, donc créateur de nouveaux possibles. Et un passeur, c'est ça, c'est un explorateur des possibles. Il ouvre des champs. Donc ça peut faire d'excellents romanciers, d'excellents artistes, même dans le cinéma, par exemple, ou la réalisation,
ou d'ailleurs ils vont préférer jouer un rôle, pas être, j'allais dire, sur le devant de la scène et être directement acteur, mais plutôt réalisateur. Ils sont excellents pour mettre les gens en réseau. Alors à l'ère aujourd'hui interconnectée, c'est juste un vrai bonheur pour eux et c'est pour ça aussi qu'il y a un peu une transformation des activités des passeurs. Ils sont en fait garants de rencontres d'âme dans leurs activités pour faire en sorte en tout cas que les personnes se rencontrent et que des projets puissent naître dans l'esprit de cette intelligence collective. Oui, tout à fait. La notion de ne pas vouloir vraiment se mettre en avant, ne pas savoir comment faire, être très maladroit par rapport à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais déléguer, ou plutôt, j'ai envie de dire plutôt subtilement, d'avoir de l'aide sur ma visibilité. C'est pas quelque chose qui est chez moi naturel. Concernant la synergie des projets, j'ai cette fascination de mettre les gens en relation autour d'un même thème pour créer un projet en équipe. Et à ce propos, j'ai une vision vraiment de mettre en place à un moment donné un magazine, particulièrement sur le bien-être pour les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise. Ce magazine, il rapporterait en fait le témoignage de peut-être de partenaires, mais qui, chacun dans leur domaine, partageraient une vision. Donc, c'est à revoir, mais ce magazine-là, je le visualise de plus en plus, je le ressens de plus en plus, et ça répond bien à ce qu'elle nous parlait. Donc, les projets communs, ils rassemblaient des gens autour d'un même thème. Donc, caractéristiques, j'allais dire, plus psychologiques, plus humaines, pour reconnaître un passeur, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes qui, généralement, ont des capacités subtiles. Ils sentent les choses, ils sentent ce qui ne se voit pas. Ils voient, ils captent, souvent depuis la tendre enfance, avec une prédominance, généralement, pour la capacité de clairvoyance. C'est-à-dire qu'ils ont une vision assez claire, une vision intérieure de ce qui se passe. Alors, d'abord chez les autres, mais en tout cas très sensible aux lieux, très sensible aux atmosphères, aux ambiances, tout ce qui ne se voit pas finalement à l'œil nu, mais qui va faire, ça va jusqu'à le parfum d'une pièce, l'ambiance d'une pièce, la luminosité d'une pièce, très sensible donc à la lumière et tout ce qui va passer par les yeux quand même généralement, mais lié aussi bien évidemment donc, au nez, et tout ce qui va être olfactif, et un petit peu moins je dirais sur tout ce qui concerne plutôt la clairsentience, parce que justement devant et étant constitués pour capter et être en transparence, pour pouvoir capter tout ce type d'énergie, ils vont avoir des enveloppes subtiles assez fines, assez légères, donc ils ne sont pas très denses d'une certaine façon. Et donc qui dit élément air, et bien souvent avec un petit déficit d'élément terre. Donc chez eux, ce qui va être extrêmement important, ça va être de travailler l'ancrage et l'ancrage à la terre. Des racines. Donc, on revient sur l'élément R, c'est quelque chose que je ressens beaucoup, difficulté à l'ancrage aussi complètement. Et notamment par rapport à l'ancrage, c'était tout un défi. Donc, ma première sortie de corps, je l'ai faite à l'âge de 5 ans. Difficulté avec les émotions, beaucoup d'empathie. Il y a eu, pendant 20 ans, je n'étais pas connectée à mes émotions jusqu'à ce que je fasse, à l'âge de 25 ans, commencer un travail avec une chamane qui m'a vraiment réalignée et réincarnée, en fait, remise avec cette dimension des émotions. Ça a été hyper difficile parce que le travail avec la chamane a été le début en fait d'un éveil spirituel important. Je le décris dans un article que j'ai publié pour le magazine Au nom du corps de Caroline Gauthier. Ça traduit bien en fait, tout cet article traduit bien l'éveil spirituel et ce par quoi je suis émotionnellement passée pour essayer de me réincarner. Pour l'ancrage, il y a 2 choses que je fais particulièrement. Donc, le travail des racines, ça a été le travail de ma vie. C'est vrai, c'est quelque chose qui a été compliqué. Ça l'est de moins en moins parce que je le pratique vraiment régulièrement, je m'entraîne. Mais c'est aussi pour ça que je suis très proche de la terre d'une manière générale. J'ai besoin d'aller marcher en nature. J'ai des poules à la maison. J'ai un potager que je m'occupe. Donc, j'habite au Canada, c'est 6 mois par an à peu près. Le potager est nécessaire pour moi. Donc, au-delà du côté autosuffisance, d'autonomie, d'abondance, et puis tout ce que peut apporter un potager, ce travail de la terre d'une façon efficace pour ma personne, c'était super important. Donc, il y a ça, il y a l'ancrage aussi méditatif que je pratique quasiment quotidiennement. Donc, revenir, avoir conscience de poser les pieds sur terre. Là, je viens de décroiser mes jambes de ma chaise pour remettre mes pieds à terre. Mais j'ai toujours tendance à être sinon en tailleur, même assise sur des chaises, je suis en tailleur. Donc, toujours un peu en lévitation. Le contact avec la terre, qui est aussi le représentant féminin, et a une saveur particulière pour moi et il n'est pas évident.
racine. Et on le voit, hein, le P de passeur, une fois qu'il se réalise, ça va devenir un R. En fait, vous voyez, il y a le P et il y a la petite jambe qui s'incarne bien sur Terre et qui va commencer son chemin pour que lui-même puisse se réaliser. Deuxième chose, on va dire, ils sont très actifs la nuit. C'est-à-dire que leurs rêves sont souvent assez prenants et j'entends souvent, hein, et très souvent, plusieurs qui disent je travaille autant le jour que la nuit. Parce que leur nuit, eh bien, en fait, ils sont beaucoup plus libres, ils n'ont pas le corps physique, enfin le corps physique est au repos, et comme ils ont une facilité énorme à se décorporer, alors, ce qu'on fait tous hein, la nuit bien évidemment, mais ils sont capables de le faire en journée aussi, mais en tout cas la projection de conscience c'est quelque chose qui est extrêmement facile pour eux, d'être dans un autre lieu tout en étant là. Et bien la nuit, comme il n'y a pas les interférences, j'allais dire, des corps physiques, ils sont tout à fait capables d'aller voir des personnes, de penser à des personnes, d'aller faire un soin à des personnes sans se déplacer, avec une extrême facilité. Mais ce qui peut énormément les fatiguer, puisque du coup le sommeil n'est pas réparateur. En effet, grande difficulté à me régénérer, ça c'est un peu ce sur quoi je fais le point en ce moment. Grande difficulté à trouver la possibilité de me reposer, de me régénérer. Ça, c'est pour ça aussi que j'ai un emploi du temps qui peut paraître peut-être léger aux yeux de certains, mais ma capacité de vraiment focus, là, l'arrêt sur image et sur un œil, mais vraiment la capacité de me concentrer comme un laser sur des points me demande beaucoup d'énergie. Je fais tout avec une précision de laser. Je suis très attachée aux détails, peut-être un peu trop attachée aux détails, mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. Très attachée aussi donc, à l'importance de l'harmonie visuelle. J'ai les sens, tous mes sens sont hyper développés, plus que ce qu'il faut, même au niveau de mes oreilles. Mais je dirais que vraiment ma clairvoyance, c'est ce qui ressort le plus. Il y a quelques mois, quelques semaines, j'ai fait un exercice de Martin Latulippe qui est le miroir de la perspective, qui est très intéressant, c'est de demander à plusieurs personnes qui nous connaissent relativement bien de nous donner selon eux leurs qualités, qu'est-ce qu'elles voient en nous, et aussi nos faiblesses. Et ce qui est ressorti dans les qualités, c'était extrême empathie. Mais ce qui a ressorti aussi un peu en faiblesse, c'est que d'un coup, la même personne peut dire Julia a énormément d'empathie, elle a énormément ses sens et ses émotions développées, mais peut-être que ça aussi, ça peut être dans une faiblesse parce que j'ai plus de difficultés à mettre mes limites avec les autres personnes. Et je suis vraiment dans ce don généreux et je m'oublie un peu moi-même. Donc, caractéristiques, hypersensibilité, capacité subtile développée, une empathie hors norme, voire trop développée. Et donc là, ça fera partie aussi de leur travail intérieur, c'est-à-dire de passer de l'empathie outre mesure à simplement la compassion. Et évidemment, comme je vous le disais, donc des capacités de guérison, simplement par leur présence. Hein, ils n'ont pas forcément besoin d'utiliser des techniques, mais quoi qu'il se passe, de toute façon, ils vont s'y intéresser à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour eux, pour apprendre à se réaligner. Et donc, très, très généralement, ça va passer par un déclic où ils vont se rendre compte qu'ils ont quelque chose dans les mains. Ils n'arrivent pas à expliquer quoi, mais ils sentent qu'il y a une énergie qui passe, ou simplement par la présence, ou en posant la main, il se passe quelque chose chez les autres. Mais chez moi, c'est par la présence. C'est pas énormément par les mains. Chez moi, c'est par la présence. Avant d'en arriver là, il va passer par un certain nombre de phases, déjà pour se découvrir en tant que passeur, prendre conscience que, et c'est ce qui va l'étonner, il a un certain nombre de dons qui sont présents sans qu'il puisse vraiment définir pourquoi, comment et qu'est-ce que c'est. Quand on en revient au P de passeur, il y a un alignement très précis chez les passeurs. Cet alignement, pour pouvoir capter les informations des différents plans subtils et des différents plans universels, ils vont se servir bien évidemment de leur coronal, du chakra coronal, et notamment, pour cela, la glande pinéale. Et il y a un alignement entre la glande pinéale, la glande pupitaire, plus au niveau du troisième œil, et donc les pupilles, au niveau des yeux, de façon de capter la lumière, d'où elles viennent. Pupilles, ensuite on va avoir les poumons, tout ce qui va être lié à la respiration et au souffle. On va avoir le plexus, de comment en fait je redonne l'information sans y mettre ma personnalité à l'intérieur, et je descends encore jusqu'à mon périnée, et puis je descends jusqu'au pied, au niveau de l'incarnation, pour matérialiser en fait les informations. Et tout le travail du passeur, ça va être d'aligner au maximum, j'allais dire, cette ligne intérieure, ce I intérieur qui représente leur divin, très généralement, que ce soit sur les plans du haut, on va dire sur les chakras du haut, tout ce qui est mental, la pinéale, le troisième œil, va fonctionner plutôt très bien, voire trop. Et toute la problématique, ça va être d'apprendre
d'apprendre en fait à calmer le jeu et de redescendre au niveau des poumons et donc de la respiration pour pouvoir apprendre à se centrer, pour pouvoir aller trouver leur valeur là, au niveau de leur plexus et accepter de s'aligner, et donc d'aller connecter et d'apprendre à descendre dans les plans les plus bas, et c'est ce qui est assez difficile pour eux, parce que c'est dense, parce que ça les connecter à toute leur ombre en fait, et toute leur peur, et donc de descendre jusque dans le périnée, d'accepter d'aller dans cette zone là en bas du bassin. On entend le bassin, c'est toute cette part qui est divine, tout ce qui est en bas et tout ce qui est en haut et vice versa, et donc connecter leur périnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'accepter véritablement de connecter leur père. C'est-à-dire tout ce qui est là depuis toujours et d'aller donc connecter ce champ intérieur, cette sagesse intérieure, mais ici-bas, pas là-haut, ici en bas dans la matière. Et donc de faire descendre ça et d'accepter d'incarner jusqu'au bout des pieds cette sagesse. Et donc de ne plus être dans un déni de soi-même, c'est-à-dire j'ai capté ça, ou tiens, parce que c'est extrêmement facile pour eux, et dans les voies, notamment là où ils sont très très bons, ça peut être de très bons channels, ça peut être de très bons voyants, médiums, etc. Mais ça serait se contenter de très peu par rapport à leur capacité. Généralement, ils viennent faire bien plus que ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ta sœur, représentant la notion du père, est là pour absolument se faire travailler et faire travailler les autres sur la notion de discernement et d'autonomie. C'est à ça qui sert un père, c'est-à-dire de permettre aux autres d'apprendre par soi-même et de faire par soi-même et de ne pas toujours être assisté. Donc Il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. L'alignement en tout premier, c'est quelque chose que je ressens depuis toujours. Quand j'étais architecte, et bien c'était vraiment ça. Je captais des idées, je captais des concepts et je les retransmettais dans la matière. Ma difficulté, en effet, ça a été l'incarnation, vraiment de toucher la matière. Moi, mon burn-out, j'étais conceptrice en fait en architecture, donc tant que j'étais dans les concepts, il n'y avait aucun souci. Quand j'ai commencé à devoir faire de la réalisation, de la construction en architecture, là, ça a été trop exigeant pour mon système et ça m'a conduit à un burn-out. Donc, ça s'est vraiment vu. En conception, j'avais aucun souci. On me met dans un département de construction et on me dit maintenant, il faut aller sur des chantiers, il faut vraiment réaliser, construire. Ça a été trop difficile. Donc, l'alignement tertiel, c'est quelque chose que voilà, je suis en chemin, mais je te dirais que le plus difficile pour moi, c'est vraiment cette réalisation dans la matière. Mais je suis en chemin, j'ai bon espoir là-dessus. Et puis, la deuxième chose dont elle parlait, je vais réécouter, je m'excuse, j'ai oublié. Le rôle du passeur, c'est d'être un père et non pas une mère. C'était la notion d'autonomie. La notion d'autonomie est capitale pour moi, c'est même une valeur. C'est même une valeur. Quand j'ai fait mes 2 ans, à peu près 2 ans et demi avec la chamane, il faut savoir aussi que mon conjoint est formé aussi en chamanisme. Suite à ça, quand on s'est rencontrés, en fait, il avait déjà commencé à prendre des cours, puis ça n'a rien à voir avec son travail. Donc, rien à voir. Lui, c'est à côté de son job. Il a une fascination pour le chamanisme. Et quand il m'a vu passer un certain nombre d'étapes émotionnelles, là, il s'est dit, OK, je dois vraiment plus m'informer. Puis moi, j'ai plongé au cœur, puis après, j'ai fait mon tambour chamanique. Donc, ça a été un coup de cœur avec le chamanisme parce que ça me ramenait à la terre. Le tambour que j'ai chez moi représente cet ancrage à la terre. Les sons vibratoires du tambour m'ancrent. Et cette notion d'autonomie, pourquoi j'en arrive à là, c'est que quand j'ai fait le travail avec la chamane, elle m'a dit, je reconnais en toi une guérisseuse et une chamane. Et pendant plusieurs mois, elle m'a dit, tu devrais être chamane, tu devrais passer tes niveaux, tu devrais faire ceci, faire cela. Et moi, j'ai refusé parce que quand on entre dans ces notions un peu de chamanisme, où il y a quand même pas mal de règles à respecter, il y en a d'autres pour l'hypnose, il y en a d'autres selon les méthodes en fait, d'apprentissage. J'avais ma valeur de liberté qui était bien trop forte. Et surtout, je me suis déjà vue chamane. Donc, moi, dans cette incarnation-ci, je n'avais pas la sensation que c'était ma place. Et surtout, tout de suite, j'ai dit, je ne veux pas la responsabilité d'une communauté. C'était trop lourd pour moi. C'était des mémoires qui se rejouaient à travers moi. Et j'ai à cœur, dans l'entreprise que je suis en train de bâtir, de redonner la responsabilité aux gens pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils retrouvent leur capacité eux-mêmes d'activer leur pouvoir de création. Ça, c'est hyper précieux pour moi. Donc, ça veut dire qu'ils ont une difficulté dans le côté mère à prendre soin d'eux. Et la grosse problématique des passeurs, c'est l'identité.
qu'est-ce qui leur appartient et qu'est-ce qui appartient aux autres. Et ça, au début, ça va être tout leur cheminement pour essayer de se recentrer et d'arriver en fait à faire leur prise de terre. Parce que très souvent, depuis leur tendre enfance, ils sont chamboulés par tellement de formes pensées, d'émotions, conscience physique, et bien qu'ils ont un véritable problème pour avoir conscience de leur propre corps. Et donc ce problème d'identité, il prend sa source généralement dans l'enfance, mais bien avant, parce que c'est vraiment une marque de fabrique. C'est-à-dire que pour pouvoir transmettre, pour pouvoir mettre en lien, pour pouvoir mettre en réseau les différentes personnes, parce que ça fait partie de leur fonction, eh bien, ce qui va être important pour eux, et à travers les incarnations, c'est de bien comprendre le fonctionnement en fait, de chaque type, j'allais dire d'humain, ou en tout cas de type de comportement ou type de problématique. Si je traduisais comme ça, les passeurs généralement font des stages dans les différentes familles d'âmes. Donc ils vont s'incarner et être en lien peut-être plus avec un guérisseur, plus avec un enseignant, etc. Ce qui fait qu'à chaque fois et dans chaque vie, ils ont un doute sur leur identité parce qu'ils sont multitalents. C'est-à-dire qu'ils peuvent autant être dans la guérison, qu'autant enseigner, qu'autant être dans quelque chose de plus artistique, ou en tout cas dans la communication. Ils vont être capables d'être en lien avec la terre aussi, dans le côté plus chaman, et etc., dans toutes les familles d'âmes. Et leur gros problème, en fait, c'est qu'ils savent faire énormément de choses. Et donc, ils n'ont pas une marque de fabrique claire et nette comme pourraient l'avoir les autres familles où c'est une évidence, soit de soigner, ou d'écrire, ou peu importe. En fait, ce sont des généralistes. Et ils vont essayer, très souvent, pendant toute leur vie, de devenir des experts dans les domaines, alors qu'ils sont là, en fait, ce sont des pivots. Donc, ça va être un petit peu comme un conseiller d'orientation en disant, tiens, telle voie pourrait être intéressante pour toi, telle voie pourrait l'être aussi. Et leur grande force, c'est qu'ils ont très souvent, en fait, la capacité d'avoir une grande prise de recul pour pouvoir regarder, en fait, les vibrations des autres, voir ce qui est là, voir où sont les points dissonants, et de pouvoir donc les transmettre à l'autre pour lui donner des pistes. Donc voilà, sur la notion d'identité, ça c'est tout à fait vrai. La quête identitaire, chez moi, on peut le voir aussi dans le transgénérationnel. Moi, je viens d'une famille, je suis née dans l'Est de la France, où ma famille n'a pas déménagé sur 5 ou 6 générations, mais a changé 5 fois de nationalité, puisqu'on est passé côté allemand, côté français, côté allemand, côté français. Donc la quête identitaire, qu'elle parle en termes d'âme, parce qu'on est dans une vidéo un peu plus spirituelle, on peut la revoir aussi, c'est ça qui est magnifique en fait dans la vie, parce qu'on peut voir en fait que la réponse se trouve à plusieurs niveaux, et aussi quand on repasse sur les lois biologiques, donc le transgénérationnel, on voit très bien que mes ancêtres ont vécu cette problématique identitaire-là. Je pourrais donner plus de détails par rapport à ça, mais ce n'est pas nécessairement le sujet aujourd'hui. Cette quête identitaire, on la retrouve aussi dans la façon dont elle en parle très bien, c'est la multipotentialité. Ça, c'est vrai. Et comment ça se traduit? C'est que du coup, pour un marketing, pour une visibilité, pour créer vraiment une marque rattachée à mon entreprise, c'est tout un défi. Et moi, je m'arrache les cheveux depuis des années, et j'avais déjà pris un graphiste, j'ai déjà pris une équipe pour m'aider, qui m'ont fait payer hyper cher à un moment donné, et ça ne fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je passe à travers cette vidéo, parce que c'est la vidéo la plus précise que j'ai vue à ce sujet, et c'est aussi plus simple pour moi. J'ai l'impression de me ressentir à travers les yeux et les mots d'une autre personne qui arrive à les poser très justement, puisque moi-même, je suis en quête identitaire. Donc voilà aussi pourquoi c'est important pour moi d'avoir quelqu'un d'extérieur pour appuyer, affiner, cadrer une identité X, Y, Z. Donc ce problème d'identité va générer quoi? Eh bien généralement depuis la plus tendre enfance, c'est là où tout se constitue, les passeurs vont souffrir d'un grand manque de confiance en eux, d'une dévalorisation assez forte. Pourquoi? Parce que justement comme ils doivent se mettre au service du plus grand nombre et du collectif, donc ça veut dire que le jeu, l'individualité, est un petit peu mis de côté. C'est-à-dire qu'elle doit être la moins dense possible pour pouvoir justement s'oublier, pour pouvoir capter au maximum toutes les informations. C'est hyper important ce qu'elle dit sur la notion d'identité. Vraiment, j'insiste parce que c'est là où sont tous les nœuds énergétiques, et vraiment sensible, et c'est pas évident à transmettre, parce que j'ai la sensation que moi-même, je vais travailler avec les passeurs. Et cette notion du rejet aussi, cette notion elle en parle, c'est pas l'identité, mon Dieu, j'ai oublié. Cette notion de... j'ai répété. D'un grand manque de confiance en eux, d'une dévalorisation.
Donc, manque de confiance, dévalorisation vient aussi de cette quête identitaire qui n'est pas figée, qui n'est pas fixe. Et cette façon aussi de se noyer dans l'autre. Donc, on revient un peu sur la notion d'empathie et sur ce que je disais par rapport au chamanisme qui, je disais, non, je ne veux pas avoir cette responsabilité-là d'un groupe de personnes, je veux redonner l'autonomie. Mais malgré moi, on voit bien que je suis tellement en quête identitaire que la seule chose que je peux faire, c'est aider les autres à trouver leur identité, aider les autres à s'incarner. Et pour cela, ça me demande toute mon énergie. Et là, je rassemble aussi mon empathie. Et c'est pour ça qu'en termes marketing, on arrive sur du haut de gamme parce que, Valérie vient de le dire, ça me prend toute mon énergie, toute ma sensibilité pour m'aligner, vibrer et faire du un par un, du cas par cas, avec ce que chacun a besoin. Et mes journées font 24 heures et moi, ça me demande tellement d'énergie que je ne peux pas assurer la même qualité. Quand c'est un groupe, je peux donner les grandes lignes, ce qu'il y a à faire, mais quand ce sera du coaching, je suis obligée quasiment, avec ces explications qu'elle donne sur le type de personnalité et de ce que moi je vis, vraiment, elle le dit super justement, c'est que je suis tellement en vibration, ça me demande tellement d'énergie, que c'est pour ça que d'un point de vue marketing et en termes de prix, je suis obligée d'aller sur de haut de gamme. Il y a pas, c'est mathématique en fait. Hein. C'est que si je veux faire un certain volume, un certain chiffre d'affaires, je n'ai pas le choix. Après, je peux transmettre en termes de formation, par exemple en ligne, ça pourrait être des choses plus générales. Mais la grande valeur, à mon avis, de ce que j'apporte aux gens, je crois vraiment que la grande valeur, c'est en coaching individuel de dirigeants d'entreprise, de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs tout simplement. La dévalorisation, je fais un point aussi là-dessus, la dévalorisation, c'est quelque chose que j'ai toute ma vie vécu. Quand je suis née, ma mère m'a rejetée pendant 3 jours parce qu'elle pensait que je n'étais pas son enfant. C'est une autre parenthèse, mais il y a une notion vraiment de dévalorisation, toujours de quête identitaire. Et la dévalorisation dont elle parle, c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est l'histoire de ma vie parce que je suis tellement généreuse dans ce que je fais que j'oublie même de me payer. Donc ça, voilà. Donc c'est un étape aussi. Je me rends compte que tout ce que je vis, maintenant quand je traverse en fait cette épreuve et que j'ai des solutions pour ça, je suis à même d'aider les gens là-dessus, donc notamment sur maintenant la revalorisation de leur travail, mais aussi ça comprend la confiance en soi. D'ailleurs, le blog va partir sur cette requête-là et l'estime de soi. Ça, à mon avis, je crois que ça pourrait être tout à fait au cœur même de ce que je fais, c'est la revalorisation personnelle par l'estime de soi. Assez forte. Pourquoi ? Parce que justement, comme ils doivent se mettre au service du plus grand nombre et du collectif, donc ça veut dire que le jeu, l'individualité, est un petit peu mis de côté. C'est-à-dire qu'elle doit être la moins dense possible pour pouvoir justement s'oublier, pour pouvoir capter au maximum toutes les informations. Et ce déficit d'individualité va le faire souffrir énormément parce que c'est quand même la base de son ancrage, qui va l'amener à se poser la question du qui suis-je ? Et d'essayer de comprendre pourquoi il se sent parfois si misérable ou en tout cas l'impression de ne pas servir comme il faut et avoir peur en fait de manifester en fait son P de puissance. Donc tout ce travail-là va l'amener dans son puits pour retrouver son propre sens plutôt qu'être dans le sens de tous les autres et d'être vraiment très sujet. C'est une des caractéristiques, les passeurs sont très très sensibles au regard des autres, aux pensées des autres, au jugement des autres. Ce syndrome du sauveur va parfois les conduire de façon assez simple vers des névroses, de dépendance affective, par rapport aux autres, je prends absolument pas soin de moi, donc j'oublie complètement mon corps physique, qui n'a plus aucune importance jusqu'à ce qu'évidemment le corps les rappelle à l'ordre, et l'âme surtout les rappelle à l'ordre. Et puis surtout, ils vont apprendre à revoir leur copie d'une certaine façon et d'accepter en fait que notre réalité, en tout cas sur ce plan physique, est encore bien imparfaite. Et petit à petit, sur le chemin, ils vont se rendre compte qu'ils ont quand même encore beaucoup de jugements par rapport à nos amis les humains, en jugeant sur la bêtise humaine, sur la cruauté. En tout cas, ils vont avoir tendance à se battre pour éliminer tout ça, comme des guerriers de lumière, bien sûr, mais plutôt être encore dans « je combats quelque chose, je combats l'injustice », avec des valeurs qui sont assez fortes. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas encore en paix. Tout son travail va être...
Dans le travail que je fais, c'est une étape par laquelle je suis passée, d'être dans ce combat, dans ce jugement, jusqu'à ce que je me repositionne en tant que vraiment créateur. Et j'ai fait un exercice à un moment donné avec un coach sur l'exercice du deuil. Donc, c'était tout un processus où vraiment je faisais comme si j'étais morte et qu'on me laissait une feuille. Donc, qu'est-ce que j'aurais voulu que les gens disent de moi et quel aurait été mon message. Donc, ce message qui est un peu un testimonial, je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie et je crois que c'est un exercice que j'adore aussi faire parce que ça nous fait prendre conscience qu'on est déjà qu'ici de passage, mais surtout, quel est vraiment le message fort qu'on voudrait laisser. Et moi, c'était autour du fait que nous sommes créateurs de notre réalité. Et quand j'ai statué ça, il y a 2-3 ans, quand j'ai décidé en fait de partir, de commencer le blog et commencer cette aventure de ne plus travailler pour les projets des autres, mais vraiment commencer à me concentrer sur mes projets, ça a donné que j'ai un peu enlevé en fait ce vocabulaire d'être contre les choses. Non, j'ai mis un gradateur, un dosage différent, puisque pour moi aujourd'hui, c'est le jugement, c'est une perception. Donc là-dessus, j'ai déjà évolué sur le jugement, même si j'en suis hypersensible. Mais c'est encore une fois, on peut le voir dans mon transgénérationnel. Je viens d'une famille où il y a eu des menaces de mort, il y a eu des personnes aussi tuées pour leurs idées et leur façon d'être. Donc, dans le transgénérationnel, on le voit, mais ensuite, si on se rapproche à l'âme, c'est vrai que le jugement, le regard des autres, encore une fois, parce qu'on ne sait pas vraiment comment se positionner d'un point de vue identitaire, c'est délicat, c'est difficile, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Donc voilà, encore une autre bonne raison de déléguer cette partie-là, mais juste pour dire que dans toute ma communication, il n'y a pas les mots contre, il n'y a pas les mots lutter, il n'y a pas les mots combat. Ça, c'est quelque chose que je ne... Ça n'a pas sa raison d'être, en fait, pour moi. Je suis sensible au pouvoir des mots et ça n'a pas sa raison d'être. Ce n'est pas du tout ce que je veux transmettre. D'accepter, d'incarner pleinement, en fait, son être, sa personnalité, ses envies, ses désirs, reconnaître ses propres besoins pour pouvoir s'ancrer, j'allais dire, au mieux et pouvoir servir au mieux. Et pas s'oublier dans l'autre et donc pas tomber dans le piège typique du sauveur en toute puissance, c'est-à-dire je suis heureux quand je suis utile et qu'on utilise mes capacités. Tout à fait. La paix intérieure maintenant comme objectif, c'est mon blog s'appelle Créateur Recherche Paix Intérieure. Bon, ça donne comme ça, mais quand j'ai vu ce titre, la paix intérieure comme objectif, ça me fait sourire puisque c'est vraiment l'objectif ultime et celui-ci. Et en ce moment, mon slogan, c'est harmoniser. Donc, harmonise tes dualités, incarne ta vérité. Et quelque part, c'est ce par quoi moi je passe avec des hauts, des bas. Je suis vraiment les mains dans le cambouis avec cette histoire pour harmoniser nos zones d'ombre, nos peurs, y faire face pour pouvoir vraiment incarner pleinement notre message. Et, euh, et voilà. Donc la paix intérieure comme objectif, c'est le blog. Dans leur apprentissage, eh bien, ils viennent particulièrement apprendre la notion de recevoir. Donner, c'est pas un problème, mais donner, c'est pas donner si on ne sait pas recevoir. On ne peut donner que ce que l'on est, ce que l'on vibre, et avoir la prétention de donner à outrance, que ce soit du temps, que ce soit son sang, voilà. Eh bien, c'est s'amputer de soi-même d'une certaine façon. Recevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se voir à nouveau. Recevoir. C'est accepter de ne pas voir que l'autre, de ne pas ne vivre qu'à travers l'autre. Mais c'est accepter d'apprendre à se respecter soi-même, parce qu'évidemment, quand on est dans ce respect de soi-même, on peut apprendre à véritablement respecter l'autre. Respect voulant dire je reste en paix. Et on arrive donc à ce fameux paix de passeur qui a, entre autres, j'ai oublié de le dire dans ses problématiques, en tout cas le travail qu'il a à faire, eh bien à se détacher. C'est un gros travail de cette nostalgie de l'ailleurs, c'est-à-dire ce monde absolu, parfait, ce monde d'harmonie, de félicité, qu'on recherche voilà, en travaillant de façon plus spirituelle. Sa volonté, c'est de le faire descendre sur Terre, mais pour le faire descendre sur Terre, eh bien, évidemment, il faut qu'il l'incarne et qu'il accepte. Gros travail de détachement, en effet, c'est un travail que je fais en méditation.
Euh, sur la notion d'abondance, sur la notion d'imperfection aussi, et la notion de détachement. C'est pas évident du tout. Encore une fois, moi je suis balance, ascendant de balance. Il y a tout un thème astrologique, tout est écrit en fait dans notre thème astrologique. J'ai fait un super entrevue avec mon ami astrologue à ce sujet. Donc c'est pas pour prédire l'avenir, mais vraiment pour nous connaître nous-mêmes. Et c'est de la folie en fait quand tout dans mon thème, mes plus grands conflits de vie vont être cette quête d'harmonie, cette quête vraiment de c'est pas pour moi de la perfection, mais c'est l'harmonie, vraiment de se sentir dans quelque chose qui est beau, mais beau aux oreilles, beau à la vue. Et ça, c'est sûr que c'est un côté artistique, mais d'une manière générale, ce détachement par rapport à l'imperfection matérielle, l'imperfection terrestre, c'est tout un travail, sachant que ouais, je ne sais pas s'il faudra à un moment donné changer de direction d'un point de vue marketing sur l'harmonie, parce que quelque part, je ne sais pas, point d'interrogation, mais moi, ça me tient énormément à cœur. Mais voilà, on comprend bien pourquoi ici. Accepte pleinement lui-même d'être dans cette paix et donc de renoncer véritablement à essayer d'être toujours de l'autre côté et à être dans cette paix infinie, cette paix de félicité, donc à fuir dans plein de pratiques spirituelles pour pas être ici et maintenant. La vocation du passeur, donc celui qui est gardien des seuils, des différentes portes, ça va être d'incarner complètement cette lettre P de passeur, qui va être associée en fait déjà sur la base au niveau plus psychologique à la notion du père. Père dans le bon sens du terme, c'est-à-dire apprendre à être un père pour soi-même, c'est-à-dire à connecter sa propre sagesse, à savoir se guider, à savoir passer à l'action juste, sans être dans la réaction, de savoir poser ses pas, justement pas à pas comme un papa. Alors, si j'ose aller jusqu'au bout. Donc, être un père dans tous les sens du terme. Et ça, il va l'expérimenter. Il va l'expérimenter parce que pendant un bon moment, il va se sentir perdu, c'est-à-dire avoir cette dette sur le père, perdu. Pour aller... Je rejoins la vidéo à 100%. Moi, mon père a quitté notre famille, donc il est vivant, mais il n'était plus présent vraiment dans ma vie à partir de l'âge de 6 ans. Donc, moi, il a plus fait partie de ma vie. Mon grand-père est décédé devant moi quand j'avais l'âge de 3 ans. Il n'y a pas eu d'homme à la maison. J'ai été élevée par une mère carriériste et j'ai dû prendre soin de mes frères. Je suis l'aînée, je me suis occupée de mes 2 frères. À l'âge de 16 ans, ma mère n'était pas là. Donc, je me suis occupée de mes frères. Donc, cette notion de père qui n'a pas été présent, donc un grand-père qui n'est pas là, il n'y a pas de figure paternelle en fait dans ma famille, dans mon foyer. À partir de l'âge de 6 ans, il n'y a plus eu d'identité paternelle dans la famille. C'est très intéressant parce que c'est vraiment ça que j'apprends au fil du temps, c'est à remettre cette sagesse paternelle à l'intérieur de moi et aussi devenir une mère pour moi. Puisque dans mon histoire, j'ai aussi dû prendre vraiment soin encore des autres et je me suis complètement oubliée. Et encore maintenant, c'est un peu pas toujours évident, mais j'ai attiré aussi un conjoint, par exemple, qui me demande énormément d'énergie, qui rejouait en fait quelque part le rôle d'enfant. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a failli vraiment se séparer plusieurs fois parce que il était vraiment à ma merci dans le sens, il fallait que je le nourrisse, que je le divertisse, que je sois une mère pour lui. Lui, il est issu d'une famille à l'opposé, sa mère, c'était une mère au foyer, donc que pour lui, en fait, que pour lui, c'était le seul garçon. Donc, cette notion de père intérieur à retrouver, c'était intéressant, et de redevenir aussi mère pour nous. Et je remarque dans ma clientèle, je dis tout ça je remarque dans ma clientèle, les femmes se retrouvent là-dedans. Elles ont de la difficulté à être des mères pour elles. C'est-à-dire, on oublie de manger, je dis on parce que vraiment, c'est la plupart des gens, de mes clientes aussi, c'était ça. On oublie de manger à midi, on oublie de prendre du temps pour soi, on est souvent interrompu et puis on se laisse un peu marcher sur les pieds. Ça se traduit un peu comme ça. Donc il y a toute une sensibilité à reprendre soin de soi qui a intégré dans la communication aussi. Chercher ce père en lui-même et se reconnecter à sa propre sagesse intérieure et également à ses propres pères, P-A-I-R. Donc se reconnaître aussi dans une lignée et accepter cette reconnaissance de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils vibrent. Voilà, et donc toute la notion va être justement d'aller chercher en eux-mêmes leur propre paix.
Hein, on parlait de respect tout à l'heure, donc de savoir rester en paix, quoi qu'il se passe, sans être affecté par tous les champs vibratoires ou par une mission particulière où il faut absolument amener ceci, cela, il faut guérir, réharmoniser les gens, enfin, voilà. Une des grandes peurs du passeur, c'est la peur du rejet, en particulier. Donc rejet des autres, de ne pas être accepté pour ce qu'ils sont, mais simplement pour ce qu'ils font. Peur viscérale de sa propre puissance. C'est-à-dire, ils ont une frousse incroyable de manquer d'humilité. Ils ont peur, en fait, de manquer d'humilité s'ils commencent à aller dans leur propre puissance, d'affirmer ce qu'ils sont, et de se servir, en fait, de leur capacité, de leur pouvoir personnel. Alors qu'évidemment, il n'y a rien d'égoïste à ça, puisque si ces capacités sont là et si ces dons sont là, c'est pour pouvoir les partager. Ce qui va résulter de ça aussi en termes de comportement, c'est que chez beaucoup de passeurs, il y a de l'orgueil généralement qui est assez présent, dans le sens où ils vont avoir une grande difficulté en fait à savoir demander de l'aide. Parce que dans la fonction sauveur, c'est moi qui aide, moi j'ai pas besoin. Donc une immense capacité, je vous le disais tout à l'heure, hein, ils ont une difficulté à descendre dans le corps, puisque là-haut ils captent et ils sont bien. Donc à avoir une tendance en fait à nier les besoins, j'allais dire plus physiques, plus physiologiques, mais à sentir sur tout ce qu'ils sentent quand ça les concerne, donc sur tout le plan émotionnel. Derrière ça, évidemment, pour pouvoir capter aussi bien, c'est qu'il y a une vulnérabilité, une très grande sensibilité, et ça va faire partie de leur chemin, ça va être d'accepter totalement cette vulnérabilité. Et donc, un des travers, outre l'orgueil, eh bien, ça va être qu'ils vont avoir un petit côté donneur de leçons. Dans le sens où je sais des choses, je te les partage, c'est comme ça. Alors, de façon tout à fait juste, hein, et souvent c'est avec bienveillance, mais néanmoins toujours à se cacher derrière ce rôle un peu de professeur, de guide, mais ça a ses limites, parce qu'il y a un moment où il n'y a pas d'un côté celui qui sait et de l'autre celui qui apprend. Donc, les voies de guérison pour un passeur, ça va être évidemment de faire un travail sur soi dans le côté j'apprends à être une bonne mère pour moi, accepter d'aller définitivement reconnaître sa propre puissance pour pouvoir donner au plus juste. Savoir donner, ça veut dire d'abord savoir se donner à soi-même, pour pouvoir donner de façon large, j'allais dire extensive au niveau de la conscience, pour pouvoir connecter véritablement le bon père qu'il y a en moi, donc prendre soin de soi. Et dans le côté père, ça va être de prendre un engagement envers soi-même, un engagement de se respecter, de se faire passer en premier, pas dans le sens égoïste du terme, mais dans le sens où est-ce que je me respecte véritablement, et donc de là on découle le respect de l'autre, tout simplement. Et puis la grâce en fait qui va être sur leur chemin, dans tout le travail qu'ils vont faire, le travail intérieur, c'est que quand ils vont saisir à travers toutes leurs croyances limitantes, etc., l'importance de devenir un bon père et une bonne mère pour soi, ils vont switcher du MP de maman-papa à MP de moment présent. Et en fait, la voie principale, ça va être celle-là, c'est-à-dire de revenir au milieu. De revenir au milieu, au centre, dans leur propre centre. Puisque leur fonction première, c'est d'être un pont entre les deux. Pour permettre... On revient au niveau vraiment symbolique de l'équilibre. Dans mon histoire, on peut aller chercher donc balance, à son nom de balance, la quête de l'harmonie, la quête du recentrage, la quête de l'alignement aussi terre-ciel. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et en architecture, j'aime bien donner cette analogie, c'est qu'en architecture, un des travaux les plus difficiles pour un architecte à réaliser, c'est toujours une épreuve de force, c'est de réaliser un pont. Et l'architecte, d'ailleurs, si on repart dans l'étymologie de l'architecte, qui vient du grec, mais ça refait référence à construire son enfant pour passer à un autre niveau. C'est la construction de l'enfance, l'architecte. Et là, on revoit beaucoup la notion d'imaginaire qui est très présent, en fait, de s'attacher presque beaucoup à ce milieu imaginaire qui n'est pas du tout matériel. Et la difficulté, en fait, c'est pas la difficulté, mais peut-être le défi principal de faire le pont entre des forces opposées qui paraissent opposées à la base pour retrouver cet équilibre, cette harmonie, ce réalignement. Donc là, il y a des mots assez précieux que j'aime beaucoup utiliser. L'analogie du pont, l'alignement, le recentrage, tout ça, c'est dans mon vocabulaire assez quotidien. Aux autres à chaque fois de faire des passages, eh bien, ça va être d'apprendre à venir se centrer à nouveau au niveau du cœur conscience, et de travailler le moment présent, donc à chaque instant. Donc avec un outil qui est extrêmement simple, mais néanmoins extrêmement important, ils vont apprendre à nouveau à respirer, à s'expanser. Et donc en faisant ça, ce mouvement de respiration, c'est le donner-recevoir. J'accueille à l'intérieur de moi, je me laisse intégrer,
et je redonne en fait. Et donc ils reviennent dans le mouvement de la vie à l'intérieur. Donc ils reviennent dans la lettre M, hein, c'est-à-dire j'accepte que ça monte, que ça descend, ça monte, ça descend, et que la vie ne doit pas être que quelque chose où c'est parfait, à la hauteur, etc., mais qu'il y a bien des hauts et des bas, et c'est juste d'accepter que ben, ça aussi c'est une harmonie en tant que... Ça, c'est tout mon enseignement sur le fait vraiment d'accepter le rythme de la vie, que tout ce qui, avec des principes, que tout ce qui monte finit par redescendre, et que c'est ce mouvement-là oscillatoire qui fait partie des mouvements de la vie, des vibrations, et tout est vibration, tout est énergie, tout est vibration. Donc ça, ce qu'elle dit, c'est le fondement presque, j'ai envie de dire, des enseignements. Il n'y a rien à imposer, que ce soit toujours en haut ou que en bas. Quand le passeur se réalise, et c'est bien la voie qui vient faire, c'est-à-dire que ça va être de passer du paix de passeur, hein, et de devenir donc son propre père, et accepter de devenir un guide au sens juste du terme, hein, c'est-à-dire je ne parle pas là de gourou ou qui donne des dogmes, etc., mais savoir être hyper adaptable en fonction de ce qu'il y a là dans l'instant et la demande de l'instant. Eh bien le passeur va arrêter en fait finalement de se prendre pour la porte. Quand il s'est cristallisé, hein, et qu'il s'est oublié lui-même, en fait il a fini par se prendre pour la porte elle-même. C'est-à-dire il est cristallisé dedans et il pense qu'il fait que ça. Pas du tout. En fait, il a sa propre évolution et lui aussi il doit passer les portes. C'est-à-dire qu'il est là pour ouvrir des champs vibratoires, des portes, permettre aux autres de passer ces portes. Et quand il accepte ça, c'est-à-dire qu'il se remet en route. Et c'est là qu'on voit qu'on a cette lettre P, hein, donc il devient pleine, de cette pleine conscience. Et il va y avoir donc cette petite jambe qui se met en route et ça va créer donc la lettre R. On passe du P au R. Et quand le passeur donc se met en route, il se met en route vers sa propre réalisation. C'est-à-dire qu'il a accepté d'intégrer totalement son incarnation. Donc il s'est guéri de cette nostalgie d'ailleurs, il accepte parfaitement d'être ici et de jouer son rôle et de servir au mieux. Il va pouvoir en fait permettre aux autres de se responsabiliser. Donc, il va toucher l'émotion de l'élément R, mais dans le sens cette fois très positif du terme, responsabilité. C'est-à-dire apprendre à responsabiliser l'autre, hein, et ne plus agir pour l'autre en termes de sauveur, soit en étant sa mère, soit en étant son père. Il va maîtriser la respiration, et donc le ici et maintenant et le moment présent. Il va pouvoir complètement utiliser toutes les blessures, tout ce qu'il a vécu, toute cette vulnérabilité, l'accepter totalement et pouvoir vivre une véritable résilience et être un exemple, et être valeur d'exemple pour les autres. Pour leur faire saisir, pour leur faire comprendre qu'aller dans ces ombres, accepter d'aller voir toutes ces parts, plutôt que de passer son temps à essayer de voir que ce qui est lumineux, et ben accepter d'aller là, ça amène une voie, un chemin en fait vers le cœur, pour apprendre et bien justement que ce qui pouvait apparaître comme des faiblesses sont en fait des véritables grâces, et transformer ça et que ça devienne une véritable force intérieure. De comprendre que toutes ces peurs, toutes ces ombres, tout ce que j'ai pu traverser, et bien je vais pouvoir en faire une force intérieure sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer, pour pouvoir accueillir encore mieux les autres, comprendre de leur souffrance et surtout avoir l'intime conviction et l'intime foi que tout ça a bien un sens. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Ça peut paraître un peu décousu ou peut-être pas nécessaire, mais pour moi, c'est un des plus beaux reportages, les plus justes, avec des mots assez précis sur mon état d'être pour la personne qui a envie de me connaître, tout simplement. Je pense que c'est important de bien statuer sur qu'est-ce qui a été vécu, à quel niveau aussi de profond ça a été vécu en termes émotionnels, pour rentrer dans un univers qui fasse du sens. C'est vraiment ça le mot de la fin, c'est est-ce que ça fait du sens? Et c'est vraiment ma mission. Moi, j'accompagne des personnes à vraiment se réaligner et retrouver leur sens. Donc moi, je pense que je travaille aussi avec les mêmes typologies quasiment que moi, à un certain niveau. Donc voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue ou trop rébarbative ou trop chiante. En tout cas, ça me tenait à cœur de la faire. Et puis, il y a une autre page où je vais mettre d'autres choses à savoir sur moi. Merci, à bientôt.